En 1938, Hitler lance un projet colossal, un porte-avions géant, une arme censée dominer les océans. Son nom, le Graf Zeppelin. Sauf que ce monstre n'a jamais combattu et qu'aucun avion n'a jamais décollé depuis son pont. Bref, il n'a servi à rien. Mais alors, comment l'un des projets militaires les plus ambitieux du Troisième Reich a-t-il tout simplement fini en échec total ? Une marine qui part de zéro. Pour saisir pourquoi la construction du Graf Zeppelin s'est transformée en chantier interminable, il faut commencer par une vérité simple. En matière de porte-avions, l'Allemagne n'avait absolument aucune expérience dans ce domaine. Pendant la Première Guerre mondiale, la marine impériale avait bien essayé quelques expériences avec des navires ravitailleurs d'hydravions, comme le SMS Santa Elena, mais cela s'arrêtait là. Aucune doctrine sérieuse n'avait été développée, aucun officier n'avait été formé spécifiquement à la guerre aéronavale, et le traité de Versailles avait ensuite interdit pendant 15 ans à l'Allemagne de construire de gros navires de guerre. Autant dire que le pays partait avec un retard considérable sur ses futurs adversaires. En 1938, lorsque le Graf Zeppelin est officiellement lancé, seules 3 marines maîtrisent réellement cet art. Les Britanniques, les Américains et les Japonais. Ces 3 puissances cumulent 20 ans d'expérience, des écoles de pensée bien établies, des officiers aguerris et surtout une longue série d'erreurs passées qui leur ont permis d'apprendre. L'Allemagne, elle, débarque dans la cour des grands sans la moindre référence opérationnelle. C'est dans ce contexte que la conception du navire est confiée à Wilhelm Adler. Un homme compétent par ailleurs, mais disposant de nettement moins d'expérience dans le domaine des porte-avions et de l'aéronaval que ses homologues britanniques, américains ou japonais. Pour combler ce manque, les Allemands sont obligés de jouer la carte diplomatique. En 1935, les Britanniques acceptent dans un geste de bonne volonté de laisser un officier allemand visiter brièvement leur vieux porte-avions HMS Furious. La même année, une délégation mixte regroupant la marine et la Luftwaffe se rend au Japon pour étudier l'Akagi. Les Japonais, qui se rapprochent déjà de l'Axe, se montrent étonnamment généreux et fournissent même une centaine de plans détaillant les équipements du pont d'envol. Ces informations rassurent les ingénieurs allemands qui constatent au moins que leurs intuitions ne sont pas complètement à côté de la plaque. Mais pour tout le reste, il va falloir improviser et c'est précisément à ce moment que les choses commencent à devenir étranges. Une conception particulière. Quand on examine en détail les caractéristiques techniques du Graf Zeppelin et qu'on les compare à celles des autres porte-avions de l'époque, plusieurs décisions laissent perplexes. La plus surprenante de toutes concerne l'armement. Le navire avait été conçu avec 16 canons de 150 mm, répartis dans 8 tourelles doubles le long de la coque. Autrement dit, il disposait de la puissance de feu d'un croiseur léger, en plus de son rôle de porte-avions. Ce n'était pas totalement sans précédent, puisque les soviétiques adopteront plus tard une philosophie comparable avec leurs porte-avions de la classe Kiev. Mais dans les années 1930, cette approche était, disons-le, franchement marginale. Les grandes marines, elles, avaient compris depuis longtemps qu'un porte-avions se défend d'abord avec ses propres avions et non avec ses canons. Pourquoi ce choix alors ? Eh bien tout simplement parce que les Allemands craignaient que leur unique porte-avions, opérant probablement seul sans escorte digne de ce nom, ne soit pris au dépourvu par des navires de surface ennemis. Ils voulaient lui donner les moyens de se défendre par lui-même. La logique se tient, mais le résultat est un navire considérablement alourdi, plus complexe à construire et qui peut emporter moins d'avions que ses concurrents. Autre choix distinctif, le pont d'envol blindé, jusqu'à 45 mm d'épaisseur par endroit, doublé d'un pont de hangar également blindé en dessous. Sur ce point, les Allemands ont copié la philosophie britannique, qui privilégiait la protection. Les Américains et les Japonais avaient pour leur part opté pour des ponts en bois plus légers, ce qui leur permettait d'embarquer davantage d'appareils. En théorie, le pont blindé est une bonne idée puisqu'il résiste mieux aux bombes et aux obus. En pratique, il alourdit le navire et réduit mécaniquement sa capacité d'emport. Le résultat de ces deux choix combinés est sans appel. Le Graf Zeppelin pouvait embarquer au maximum 42 avions. Et c'est très peu en vérité. Car à titre de comparaison, l'USS Enterprise américain en transportait 96. Le Hiryu japonais, pourtant plus petit, en accueillait quant à lui 73. Et même le Ark Royal britannique, qui possédait lui aussi un pont blindé, mais par contre aucune artillerie lourde, pouvait théoriquement en embarquer 72.
Autrement dit, le Graf Zeppelin était plus grand et plus lourd que la plupart de ses contemporains, mais il transportait moins d'avions que presque tous ses concurrents. Le cauchemar des avions embarqués. Si la conception du navire pose déjà problème, ce qui se passe avec ces avions tient carrément de l'absurde bureaucratique. Le problème vient en fait de la structure même du Reich. Dans l'Allemagne nazie, qui contrôle l'aviation? La Luftwaffe. Et qui dirige la Luftwaffe? Eh bien Hermann Göring, évidemment. Or Göring est un personnage que l'on ne présente plus, vaniteux, jaloux de son pouvoir et farouchement décidé à ce que tout ce qui vole en Allemagne dépende de lui. Cette position n'a rien d'une simple posture. Dans son esprit, les avions destinés à opérer depuis le Graf Zeppelin relèvent de son domaine et certainement pas de celui de la marine. La conséquence est immédiate. La Kriegsmarine doit littéralement supplier la Luftwaffe pour obtenir le moindre appareil et chaque demande déclenche des mois de discussions, de négociations et de blocages administratifs. Il faudra l'intervention directe d'Hitler pour que Göring accepte enfin de coopérer, et encore à contre-cœur. À partir de là, des adaptations navales d'avions terrestres commencent à prendre forme. La Luftwaffe développe d'abord le Messerschmitt Bf-109T, où le T signifie Träger, c'est-à-dire porteur en allemand. C'est une version navalisée du célèbre chasseur avec des ailes renforcées et un crochet d'appontage. Vient ensuite le Junkers Ju-87C, une variante du Stuka, conçue à la fois pour le bombardement en piqué et pour le torpillage. Et enfin, un appareil entièrement nouveau, le Fissler Fi-167, un biplan spécifiquement pensé pour la reconnaissance et le torpillage depuis le pont du futur porte-avions. Le plan initial prévoyait d'embarquer 20 Fi-167, 10 Bf-109T et 12 Ju-87C. Cette répartition révèle une vision très inspirée de la Royal Navy. Beaucoup d'avions de reconnaissance et de torpillage, et par contre peu de chasseurs. Ce n'est pas un hasard puisque les Allemands s'étaient largement appuyés sur la doctrine britannique des années 30. Plus tard, cette composition est revue. La nouvelle version supprime entièrement les biplans de reconnaissance et privilégie une dotation offensive avec 30 Ju-87C et 12 Bf-109T. Le navire est ainsi repositionné comme une plateforme de frappe pure. Mais peu importe finalement la composition retenue, puisqu'aucun de ces appareils ne décollera jamais depuis son pont. 1940, le projet bascule. Septembre 1939, la Wehrmacht envahit la Pologne et la Seconde Guerre mondiale commence. À ce moment-là, le Graf Zeppelin est achevé à environ 85%. Sa coque est terminée, ses moteurs sont installés et il flotte. En revanche, l'armement, les équipements de pont, l'électronique et les systèmes d'appontage restent à mettre en place. La Kriegsmarine espère initialement accélérer la cadence pour le rendre opérationnel courant 1940, mais la guerre rebat très vite les cartes. Dès les premières semaines du conflit, une réalité s'impose. Les sous-marins, les fameux U-boats, sont de loin l'arme la plus efficace dont l'Allemagne dispose contre les Alliés. Les ravages qu'ils causent dans l'Atlantique sont immédiats et spectaculaires. Dans ce contexte, continuer à dépenser de l'acier, des ouvriers et du temps sur un porte-avions inachevé devient de plus en plus difficile à justifier. Le grand amiral Erich Raeder, commandant en chef de la Kriegsmarine, n'est pourtant pas de cet avis. Il défend son projet avec acharnement et avance qu'un seul porte-avions pourrait déjà transformer le rapport de force en mer. Il imagine notamment le Graf Zeppelin escorter les grands bâtiments de raid allemands comme le Bismarck, le Scharnhorst ou le Prinz Eugen lors de leur sortie dans l'Atlantique et leur fournir une couverture aérienne précieuse. Son propre état-major ne partage pas son enthousiasme. Dès octobre 1939, à peine 6 semaines après le déclenchement du conflit, les officiers de planification rendent leurs conclusions. Et elles sont sans appel. Un porte-avions seul n'a aucune place identifiable dans la guerre en cours. Leur raisonnement est solide. Faire opérer le Graf Zeppelin en mer du Nord ou dans la Manche, c'est l'exposer simultanément aux bombardiers terrestres britanniques et à la Home Fleet, cette flotte que les Allemands savent redoutable. Or, pour protéger un navire qui deviendrait immédiatement la cible numéro 1 de la Royal Navy, l'Allemagne ne possède tout simplement pas les escortes nécessaires. La Kriegsmarine est déjà trop étirée sur trop de missions à la fois. Le constat est dur mais lucide, le Graf Zeppelin serait probablement coulé avant même d'avoir pu lancer un seul de ses avions.
En mai 1940, au moment précis où la Wehrmacht écrase la France en 6 semaines, les travaux sur le porte-avions sont officiellement suspendus. Le navire est mis en cale sèche à Kiel et entre dans une longue période de sommeil. Le retour inattendu du projet. À ce stade, n'importe quel régime doté d'un minimum de rationalité stratégique aurait laissé le Graf Zeppelin pourrir tranquillement dans son port jusqu'à la fin de la guerre, puis l'aurait envoyé à la ferraille. Mais l'Allemagne nazie n'est pas n'importe quel régime et son chef entretient avec la réalité une relation, disons-le, pour le moins compliquée. En fait, ce sont plusieurs événements qui vont successivement raviver l'intérêt d'Hitler pour les porte-avions. Le premier déclencheur est la bataille de Tarente, en novembre 1940. Cette nuit-là, la Royal Navy lance une attaque aéroportée contre la flotte italienne mouillée dans le port de Tarente. L'opération est menée par des biplans Swordfish, des avions déjà obsolètes à l'époque, lents et bruyants, qui ressemblent à des reliques de la Première Guerre mondiale. Pourtant, en une seule nuit, ces vieux coucous coulent et endommagent gravement 3 cuirassiers italiens. Hitler est fasciné par cet exploit. Si de simples biplans britanniques peuvent infliger de tels dégâts, alors qu'est-ce que ces Stuka flambant neufs pourraient accomplir depuis le pont d'un Graf Zeppelin enfin terminé? Le second choc arrive en mai 1941 avec le naufrage du Bismarck, le fleuron de la marine allemande. Ce monstre que la propagande présentait comme pratiquement insubmersible finit coulé en partie à cause d'une torpille larguée par un Swordfish qui a bloqué son gouvernail et l'a condamné. Décidément, encore ces maudits biplans britanniques. En août 1941, lors d'un dîner officiel, Hitler prononce une phrase qui sera consignée dans les archives. Selon lui, le cuirassé, ce monument de l'ingéniosité humaine, a perdu toute sa raison d'être face au développement de l'aviation. C'est un homme en train de se convaincre lui-même. Et puis vient Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Les images des cuirassés américains coulés ou en flammes envahissent la presse mondiale. Des navires détruits, non pas par d'autres navires, mais par des avions décollants de porte-avions japonais. Pour Hitler, c'est une confirmation supplémentaire. La goutte d'eau finale tombe en mars 1942, lors d'un épisode pourtant beaucoup moins spectaculaire que les précédents. Le Tirpitz, successeur du Bismarck, opère alors en Norvège et tente d'intercepter le convoi allié PQ-12. Il est tenu en respect par une simple attaque de Swordfish, dont aucun n'a même touché la cible. Pourtant, la seule menace de ces avions a suffi à faire reculer le plus puissant cuirassé d'Europe. Cet épisode, presque anodin, fait basculer définitivement Hitler. Avant la fin du mois de mars 1942, il ordonne la reprise immédiate des travaux sur le Graf Zeppelin. Et il ne s'arrête pas là, puisqu'il veut également convertir le croiseur lourd Seydlitz en porte-avions et transformer 3 grands paquebots transatlantiques, le SS Europa, le Gneisenau et le Potsdam, en porte-avions auxiliaires. Aucune de ces conversions ne sera jamais menée à terme, mais sur le papier, l'ambition allemande est de nouveau immense. La refonte de 1942. En mai 1942, le Graf Zeppelin entre en cale sèche pour une refonte complète. Et il faut bien mesurer ce que cela représente concrètement. Car entre son lancement en 1938 et cette date, la technologie navale et aéronautique avait fait des bonds considérables. Il ne s'agissait plus simplement de finir ce qui avait été commencé, mais de tout repenser selon des standards bien plus exigeants. Plusieurs chantiers démarrent donc en parallèle. Le pont d'envol doit être entièrement renforcé parce que les nouvelles versions du Bf-109 et du U-87 sont sensiblement plus lourdes que les modèles initialement prévus. Les catapultes de lancement d'origine ne sont plus adaptées et il faut en concevoir de nouvelles plus puissantes. Les câbles d'appontage sont équipés de treuils renforcés afin de pouvoir freiner ces appareils plus massifs sans casser le système. L'île, c'est-à-dire la passerelle de commandement qui se dresse caractéristiquement sur le pont d'un porte-avions, est entièrement redessinée. On y intègre un véritable centre d'information de combat avec des radars modernes et de nouveaux systèmes de contrôle de tir. Une cheminée plus haute est prévue, et ce pour évacuer les fumées loin des équipements électroniques sensibles. Toutes ces modifications alourdissent le navire vers le haut, ce qui pose un problème évident de stabilité. Pour compenser ce déséquilibre, les ingénieurs ajoutent de larges renflements le long de la coque, sous la ligne de flottaison. Ces sortes de bosses, comme aiment les appeler les Anglais, remplissent plusieurs fonctions à la fois.
Elles augmentent la flottabilité, améliorent la stabilité, peuvent également servir de réservoir de carburant supplémentaire et offrent enfin une protection appréciable contre les torpilles en absorbant l'énergie des explosions sous-marines. Cette technique avait déjà fait ses preuves sur d'autres bâtiments alliés. La défense anti-aérienne est elle aussi massivement renforcée, parce que le projet initial restait assez modeste sur ce point. La nouvelle configuration prévoit notamment 28 affûts doubles de 20 mm et 22 canons de 37 mm, soit de quoi créer un véritable rideau de feu autour du navire en cas d'attaque aérienne. L'équipage est porté à 1760 officiers et marins pour faire fonctionner tout cet appareillage supplémentaire. À la fin de 1942, les travaux progressent étonnamment bien. L'état-major naval vise des essais en mer pour le milieu de 1943. Pendant les pauses du chantier, le Graf Zeppelin est régulièrement remorqué dans la Baltique pour le dissimuler des bombardiers alliés, ce qui fait régulièrement transpirer les services de renseignement britanniques. À chaque fois qu'il bouge, il se demande si le navire approche de sa mise en service. Pour une fois, depuis le début de l'aventure, les choses semblent vraiment avancer. L'abandon définitif. Et puis la guerre rappelle brutalement l'Allemagne à la réalité. En février 1943, la bataille de Stalingrad s'achève sur la plus grande catastrophe militaire jamais subie par le Reich. La 6e armée du maréchal Paulus capitule et près d'1,5 million de victimes allemandes sont à déplorer entre morts, blessés et prisonniers. C'est un tournant que tout le monde, ou presque, comprend comme irréversible. En Afrique du Nord, le tableau est tout aussi sombre. Après la seconde bataille d'El Alamein, à l'automne 1942, la défaite finale de l'Africa Korps n'est plus qu'une question de mois. L'Allemagne n'est plus en position d'attaque, elle entre dans une phase défensive dont elle ne sortira jamais. Dans ce contexte transformé, le Graf Zeppelin redevient soudainement ce qu'il avait toujours été en réalité, un projet de luxe, coûteux en ressources et en main-d'œuvre, complètement déconnecté des besoins réels de la guerre. Hitler, qui quelques mois plus tôt voulait construire plusieurs porte-avions à la fois, fait alors une de ces volte-face spectaculaires dont il avait le secret. En décembre 1942, lors d'une réunion d'état-major restée mémorable et accompagnée, selon les témoins, de plusieurs coups de poing sur la table, il propose purement et simplement de démolir tous les grands navires de surface de la Kriegsmarine, et ce, pour récupérer leur acier et construire davantage de sous-marins. Le grand amiral Ryder, lui, est arrivé au bout de ses forces. Après des années de bataille pour son porte-avions et de gestion impossible des contradictions du Führer, il finit par démissionner le 13 janvier 1943. Officiellement, c'est sa relation devenue intenable avec Hitler qui l'aurait poussé à partir. D'autres pensent simplement qu'il avait compris que le Graf Zeppelin ne serait jamais terminé de son vivant. Son successeur n'est autre que l'amiral Karl Dönitz, l'homme des sous-marins qui n'a jamais caché son désintérêt pour les grands navires de surface. Il est totalement aligné avec Hitler sur la question et le verdict tombe immédiatement. En février 1943, les travaux sur le Graf Zeppelin sont définitivement arrêtés. À cet instant précis, le navire est encore très loin d'être opérationnel. Seuls 2 de ses 4 arbres d'hélice ont été installés. Aucun avion n'a jamais décollé de son pont. De plus, une grande partie de l'armement et des systèmes électroniques n'est toujours pas montée. Le plus grand porte-avions jamais entrepris par l'Allemagne nazie n'est à ce jour qu'une immense coque inachevée flottant dans un port. L'exil dans la Baltique. Après cet abandon définitif, le Graf Zeppelin devient une sorte de fantôme naval. En avril 1943, il est remorqué loin de Kiel, qui devient de plus en plus exposé aux raids aériens alliés. Sa nouvelle destination est un bras peu profond de l'Oder, près de Stettin, l'actuelle Szczecin polonaise. C'est un endroit tranquille, hors de portée de la plupart des bombardiers ennemis, où le navire peut dormir sans déranger personne. Sur place, il est camouflé avec des filets et de la peinture, puis confié à une quarantaine de gardiens civils qui forment un équipage squelettique. Leur unique mission consiste à empêcher la rouille de faire son œuvre trop rapidement. Plus personne ne croit sérieusement qu'il prendra un jour la mer. En 1944, quelqu'un suggère de le convertir en caserne flottante pour y loger des stagiaires de la marine, mais l'idée est rapidement abandonnée. Une inspection menée par le vice-amiral Friedrich Ruge conclut sans détour que le navire est absolument inutile dans son état. Quelques petits moteurs auxiliaires sont récupérés pour réparer d'autres bâtiments, et c'est à peu près tout ce qu'on en tire.
À la fin de 1944, alors que les armées soviétiques avancent inexorablement vers l'ouest, il est devenu évident que ce porte-avions ne sortira plus jamais de sa vase. Le sabordage final. Au printemps 1945, l'armée rouge entre en Poméranie et Stettin se retrouve directement sur l'axe de l'avance soviétique. Dönitz donne alors un ordre simple et brutal, saborder tout ce qui ne peut pas être remorqué ni navigué par ses propres moyens. En effet, pas question de laisser le moindre matériel utile aux soviétiques. Pour le Graf Zeppelin, les instructions arrivent fin mars 1945. L'équipage de garde ouvre toutes les vannes accessibles afin d'inonder les compartiments inférieurs, en particulier les salles des machines. Le navire s'enfonce lentement par l'avant et finit par s'échouer dans la boue peu profonde de l'embouchure de l'Oder. Avant de quitter le bord, les hommes emportent les mécanismes de vannes et plusieurs pièces critiques pour rendre toute remise à flot plus difficile. Le 25 avril 1945, l'armée rouge atteint la zone. L'artillerie soviétique commence à pilonner systématiquement tout ce qui présente un intérêt militaire et le Graf Zeppelin, immobile et sans défense, devient une cible idéale. Les obus le frappent à plusieurs reprises, mais comme il est déjà assis dans la vase, il ne coule pas davantage. C'est là que se produit un dernier rebondissement. Lorsque Dönitz apprend que le navire n'est pas véritablement coulé, il envoie immédiatement une équipe de démolition sous le feu soviétique. Ces hommes parviennent à monter à bord, à placer des charges dans la coque et dans les compartiments des machines, mais également à ouvrir de larges brèches dans la carène. Cette fois, le travail est fait correctement. La guerre en Europe se termine quelques semaines plus tard, en mai 1945. Mais pour autant, l'histoire du Graf Zeppelin n'est pas tout à fait close. Lorsque les soviétiques examinent l'épave, ils font un constat surprenant. Malgré le sabordage, les bombardements d'artillerie et les charges explosives, la coque du navire est globalement intacte et la structure tient toujours. En 1946, des équipes de sauvetage soviétiques interviennent, colmatent les brèches et pompent l'eau des compartiments. Le 19 mars 1946, l'épave est remise à flot et rebaptisée P-101, puis remorquée vers des eaux plus profondes. Les soviétiques étudient alors sérieusement la question. Vaut-il la peine de réparer ce navire ou au moins de l'examiner en profondeur pour en tirer des leçons techniques ? La réponse est négative. Sur le plan technologique, le Graf Zeppelin est déjà dépassé, tout simplement parce que les porte-avions alliés ont accumulé 4 années de combats intensifs et progressé considérablement pendant que lui dormait dans sa vase. Même remis en état, il aurait fait figure d'antiquité face aux navires américains et britanniques de l'après-guerre. La décision finale tombe, le P-101 servira de cible d'entraînement pour la marine soviétique. Le 16 août 1947, après plusieurs jours de tir, le Graf Zeppelin disparaît définitivement sous les eaux de la Baltique, sans avoir jamais lancé un seul avion en opération de toute son existence. Voilà, avant de se quitter, une dernière anecdote. Comme mentionné, le Graf Zeppelin a disparu définitivement sous les eaux de la Baltique. Et pendant près de 60 ans, personne ne sait vraiment où il repose, sauf qu'en 2006, des plongeurs polonais redécouvrent l'épave à 87 mètres de profondeur. Posée sur le fond marin, intacte, comme figé dans le temps, un géant qui n'a jamais combattu, un projet colossal qui au final n'a jamais servi, mais qui pourtant, à bien des égards, apparaît comme le miroir de l'Allemagne nazie elle-même.